OK, bienvenue à Méthode de recherche 211. On est en train de parler de la validité statistique et le fait que la validité statistique, c'est est-ce que l'étude, est-ce que les résultats que l'étude démontre, si on veut, ou a obtenus, sont bien en lien avec l'hypothèse qui est faite ou l'affirmation causale qui est faite. Pas causale, corrélationnelle, parce qu'on s'intéresse ici aux affirmations de relation, de corrélation, d'association, tout ça voulant dire la même chose. Et la première chose dont on a parlé, c'était la taille d'effet. Et on a vu que dire qu'il y a une corrélation entre deux choses, ça peut vouloir dire différentes choses. Et une des choses que ça peut vouloir dire, c'est il peut avoir une corrélation qui a une très petite taille d'effet et une corrélation qui a une très grande taille d'effet. Or, il y a des grandes différences. Une des différences les plus importantes est que celle avec la grande taille d'effet permet une meilleure prédiction que celle avec une petite taille d'effet. Mais que même avec une petite taille d'effet, on peut avoir la meilleure prédiction, probablement, que si on ne fait juste prédire quelque chose en utilisant la moyenne. Okay? C'est ce qu'on avait vu avec l'exemple de Hugo et sa grandeur. Et là, on va parler d'autre chose. Ben, pas d'autre chose, en fait. Pas vrai du tout. On va continuer, dans le fond. Euh, donc, le deuxième aspect. Donc, la taille d'effet, c'est une première chose qu'il faut se demander pour évaluer la validité statistique d'une recherche corrélationnelle. L'autre chose qu'il faut se demander, c'est la significativité. Ça, c'est un mot qui est extrêmement important en psychologie. Euh, La significativité, c'est un concept qui est un peu complexe, mais je vais essayer de vous le présenter pas à pas. Okay? Euh, Imaginons qu'on a un échantillon qui est de 100 personnes, avec un n qui est égal à 100. Puis pour chacune de ces personnes-là, on a évalué, on a mesuré la variable A et la variable B. Ou disons la variable X et la variable Y, pour rendre ça plus classique comme exemple. Et on a trouvé une corrélation entre les deux de 0,3. Bon. 0,3, vous pourriez dire, OK, il y a une corrélation qui existe et elle est de taille médium. Okay? Mais une question que vous devez poser par la suite, c'est cette corrélation de 0,3 qu'on a trouvée, qui est de taille médium, est-elle significative? Est-elle significative? Et en psychologie et en statistique, et en fait dans plein de domaines qui utilisent la stats dans le fond, ce que est-elle significative veut dire, c'est une façon compliquée de dire dans le fond quelles sont les chances que j'ai obtenu cette corrélation de 0,3 avec un échantillon de 100 personnes simplement par hasard, alors qu'en réalité, dans la vraie population, il n'y a pas une corrélation de 0,3 entre les variables x et y. Donc, je redis ça. Imaginons que dans la population d'intérêt, allons-y avec un exemple concret. Je m'intéresse à la corrélation entre la variable x et y chez les Canadiens. Okay. Imaginons que vous êtes un être suprême qui savait tout. Okay? Et une des choses que vous savez, c'est que il n'y a pas de corrélation dans la population canadienne entre x et y. Ils ne sont juste pas corrélés, ces deux variables-là. Bon. Et là, vous voyez un petit être mortel comme moi qui fait de la recherche et qui prend un échantillon de Canadiens et qui trouve euh, une corrélation de 0,3. Hein? Ben, vous diriez, ah, regarde, c'est drôle. Il a trouvé une corrélation de 0,3 dans son échantillon, alors que son échantillon est tiré d'une population dans laquelle il n'y a pas de corrélation. La corrélation est de 0. Okay? Ça, c'est la question de la significativité. Est-ce que la corrélation de 0,3 est significative? Ça veut dire, est-ce qu'il y a très 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 peu de chances qu'on l'ait trouvé juste au hasard comme ça et que dans la vraie population d'intérêt, il n'y a pas de corrélation de 0,3?
Donc, c'est un peu ce que je redis ici. En effet, même s'il y avait une absence de corrélation entre X et Y au sein de la population, un échantillon de 100 personnes pourrait parfois donner une corrélation de 0,3 simplement au hasard. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû aux gens que tu as sélectionnés. Ça peut être dû à plein de trucs. Or, quelles sont les chances que ceci soit en train d'arriver? En d'autres mots, quand vous faites une étude de corrélation, puis vous trouvez une corrélation, disons ici de 0,3, la première chose que vous devriez dire, c'est intéressant, cool, on a trouvé une corrélation, elle n'est pas petite, elle est médium, cool. Oh, quelles sont les chances que je suis en train de regarder une corrélation qui ne représente pas une vraie corrélation au sein de la population, mais qui est plutôt simplement le fruit du hasard avec mon échantillon? Et si ces chances-là sont très très petites, on va dire que la corrélation est significative. Et si ces chances-là sont pas petites, on va dire qu'elle est non significative et on ne va pas lui faire confiance. Pour répondre à cette question-là, quelles sont les chances que ceci soit en train d'arriver? On fait quelque chose qui est assez compliqué pour le cours ici et qu'on ne va pas faire, mais je vais juste vous le décrire verbalement très rapidement, mais vous allez voir ça en stats 1. On a des façons mathématiques de calculer les probabilités d'obtenir au hasard une corrélation de 0,3 avec un échantillon de 100 personnes si on présuppose que cet échantillon-là est tiré d'une population où il n'y a aucune corrélation. Donc en statistique, en mathématiques, on peut faire certains calculs qui nous permettent de calculer les chances qu'à partir d'un grand groupe de personnes, une population, où il n'y a aucune corrélation entre deux variables, on puisse tirer un échantillon de 100 personnes et trouver une corrélation entre ces deux variables-là de 0,3. On peut calculer ces chances-là. Et en psychologie, on se dit que si ces chances-là sont plus petites que 5%, on va considérer que la corrélation qu'on a trouvée est significative, ça veut dire qu'elle est réelle. Parce qu'il y a très peu de chances de tirer une corrélation de 0,3 à partir d'une population où il n'y a pas de corrélation. Mais si on a trouvé que les chances de tirer une corrélation de 0,3 à partir d'un échantillon qui vient d'une population où il n'y a pas de corrélation, si ces chances-là sont plus que 5%, on va dire qu'il y a trop de chances que ça arrive, trop de risques de faire une erreur. Et on va considérer la corrélation comme non significative. Donc, on ne devrait pas lui faire confiance. Je sais que ça paraît un peu compliqué, vous allez voir ça en stats 1 plus. Mais en gros, pour répéter cette stratégie-là, cette stratégie statistique-là, ça consiste à imaginer une population où la corrélation entre X et Y est égale à 0. Imaginez qu'on prend une quantité énorme d'échantillons de 100 personnes à répétition, plusieurs fois, puis on peut demander à un ordinateur de faire ça. Okay? Et déterminer le pourcentage de ceux qui donneraient au hasard, de ces échantillons-là, qui donneraient au hasard une corrélation de 0,30. Et si l'ordinateur nous dit qu'il y a plus de 5 fois sur 100 qu'on va trouver ces échantillons comme ça qui donnent une fausse corrélation, on va considérer qu'il y a trop de chances que la corrélation qu'on a trouvée, elle est peut-être fausse. Donc si ce calcul nous indique que ce pourcentage-là, le pourcentage d'avoir un échantillon qui tombe avec une corrélation de 0,3, s'il est plus petit que 5%, le pourcentage de chances que ça arrive, on va conclure que la corrélation de notre échantillon est significative, on peut lui faire confiance. Mais s'il y a plus de 5% de chances que ça arrive, on va considérer que il y a trop de chances que notre corrélation soit due à une erreur, juste à la chance. Je sais que c'est compliqué, je vais laisser ça là pour l'instant. Okay? Mais l'idée qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, le concept de la significativité, c'est tu as trouvé une corrélation, c'est bien beau, elle est forte, elle est moyenne, elle est faible, peu importe l'intensité, peu importe la taille d'effet,
est-ce que cette corrélation-là, quelles sont les chances que cette corrélation-là, elle ne soit pas présente dans la vraie population d'intérêt qui t'intéresse? C'est ça dans le fond, ça revient à dire. Okay? Si tu trouves qu'il y a très, très, très peu de chances qu'elle ne soit pas présente, cette corrélation-là dans la population d'intérêt, tu vas dire qu'elle est significative. Et si tu trouves qu'il y a un certain niveau de chance, plus que 5% de chance, qu'elle ne soit pas présente, tu vas dire qu'elle est non significative. Donc en psychologie, on accepte généralement ce qu'on appelle un taux d'erreur de 5% de chance. Ça veut dire que si je trouve une corrélation entre X et Y dans mon échantillon, puis mon gros calcul statistique me dit qu'il y a 4% de chance que cette corrélation-là n'existe pas vraiment dans la population d'intérêt, je vais dire 4% de chance, c'est pas beaucoup. Fait que probablement qu'elle existe pour de vrai. OK? Donc, je vais la considérer significative. Mais si mon calcul statistique, je trouve une corrélation de 0,3, puis mon calcul statistique me dit il y a 7% de chance que cette corrélation-là que tu as trouvée, elle n'existe pas réellement dans la population d'intérêt de ton étude, je vais dire 7% de chance, c'est plus haut que mon seuil critère de 5%, donc elle est non significative, je ne l'accepte pas. C'est tout un jeu on veut être certain de ce qu'on dit. On veut qu'il y ait très peu de chances de se tromper. 5% de chances de se tromper ou moins. Tout. Il y a d'autres disciplines où ils vont utiliser d'autres critères, comme 1%, comme il y a des recherches en médecine, ou s'ils trouvent une corrélation entre deux affaires, hein, par exemple l'utilisation de médicaments puis la diminution de certains symptômes d'une maladie ou quelque chose comme ça, ils veulent s'assurer qu'il y ait moins de 1% de chances qu'ils se trompent. Parce que en médecine, peut-être que les conséquences de se tromper sont beaucoup plus graves qu'en psychologie, par exemple, parce qu'on joue avec la santé des gens. T'sais. Bien qu'en psychologie, dans certaines études psychologiques, il est question de santé mentale, mais en médecine, il y a plus de risques. Donc ça, c'est la question de significativité. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais là, la significativité n'est-elle pas reliée à la taille d'effet? Ça veut dire que si je trouve une corrélation de 0,2, est-ce qu'elle ne va pas être moins significative qu'une corrélation de 0,9? Souvent, oui. Donc, typiquement, plus la taille d'effet est large, plus il y a des chances que la corrélation soit significative. Bref, que la corrélation soit réelle dans la vraie population. Plus une association est forte dans un échantillon, plus il est improbable qu'elle vienne d'une population où l'association est non existante. Donc, ce serait rare de trouver une corrélation super forte entre deux affaires avec un échantillon de 100 personnes, comme vraiment forte, là, comme 0,95 ou quelque chose. Puis qu'on ait trouvé ça dans un échantillon de 100 personnes qui vient d'une population où la vraie corrélation de ces deux trucs-là est 0. Ça serait rare, mais c'est pas impossible, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas impossible que ça arrive. Et aussi, le contraire, l'inverse est aussi vrai. Juste parce que vous trouvez une toute petite corrélation, comme disons une corrélation de 0,12, quelque chose comme ça, vous dites, ah, c'est vraiment petit. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez trouvé une toute petite corrélation dans un échantillon de 100 personnes, que dans la population d'où vient cet échantillon-là, cette corrélation est probablement non existante. Ça ne veut pas nécessairement... Donc, la taille d'effet n'est pas automatiquement reliée à la significativité. Parfois, elle l'est, mais pas automatiquement. On ne peut pas conclure sur la significativité de la corrélation en se basant uniquement sur la taille d'effet. Tu ne peux pas dire que quelque chose n'est pas significatif, qu'une corrélation n'est pas significative parce que le R est égal à 0,05, par exemple, ou à 0,1. Tu ne peux pas conclure ça. Parce que pour conclure sur la significativité, qui est différente de la taille d'effet, pour conclure sur la significativité, il faut prendre en compte aussi la taille de l'échantillon
combien de personnes tu avais dans ton échantillon. Une petite taille d'effet peut être significative si elle est observée avec un échantillon énorme. Si, par exemple, disons que je prends un échantillon de 20 personnes, okay? Puis je mesure X, puis je mesure Y. Okay? Puis je trouve une corrélation, disons, de 0,10. Okay? Puis là, je fais mon genre de calcul statistique de significativité, puis mon calcul me dit, regarde, tu as 30% de chance que cette corrélation-là que tu as trouvée, elle n'existe pas réellement dans la population. Avec ton échantillon de 20 personnes. Donc, je vais la considérer non significative. Mais si je reprends ces mêmes deux mesures-là, X et Y, par exemple, sur 10 000, un échantillon de 10 000 personnes, puis je retrouve la même corrélation, j'ai oublié ce que j'avais dit, 0,10, tu sais, une petite corrélation, bien, alors que cette corrélation de 0,10, elle n'était pas significative avec mon échantillon de 20 personnes, il est fort probable qu'avec mon échantillon de 10 000 personnes, cette petite corrélation-là de 0,10 va être significative. Ça veut dire que le calcul statistique va me dire les chances qu'avec un échantillon de 10 000 personnes, tu aies trouvé une corrélation de 0,10 alors que dans la population d'où viennent ces 10 000 personnes-là, il n'y en a pas, sont vraiment petites, sont plus faibles que 5%. Donc, tu devrais avoir confiance dans ta corrélation. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'un petit échantillon, plus l'échantillon est petit, plus il est facilement impacté par toutes sortes de facteurs aléatoires qui font en sorte que vous pourriez trouver une corrélation qui n'est pas réelle au niveau de la population. Plus votre échantillon est grand, moins tous ces petits facteurs aléatoires-là ont un impact et plus la corrélation que vous allez trouver est probablement réelle. OK? Donc, tout ça pour dire que des petits échantillons, quand on fait de la corrélation, c'est pas toujours souhaitable. Parce que plus petit l'échantillon, plus on a de chances que ce qu'on trouve comme corrélation ne soit pas vraiment réel au niveau de la population. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un problème à faire un trop gros échantillon aussi. Parce que, imaginez-vous donc que, si je prends des échantillons de millions de personnes ou de centaines de millions de personnes, de centaines de milliers de personnes, okay, je vais trouver des corrélations en toutes sortes d'affaires, puis ils vont toutes être significatives. Mais ça sera des corrélations absolument inutiles, comme une corrélation de 0,001, puis elle va être significative. Mais c'est tellement petit. Oui, mais c'est significatif. Oui, mais c'est tellement petit comme corrélation. C'est comme aucune possibilité de prédire rien avec ça, mais elle est quand même significative, parce que mon échantillon est tellement énorme. Donc, tu veux un échantillon en corrélation qui est pas trop petit, mais pas trop énorme, qui va te trouver des corrélations partout, significatives partout, puis c'est des corrélations qui servent à rien. Parce que ça me sert à quoi, moi, avec un échantillon de 100 000 personnes, de savoir qu'il y a une corrélation entre X et Y de 0,005, donc une taille d'effet qui est tellement ridicule petite, mais pourtant elle est significative. T'sais? Et ce que ça revient à dire, c'est que dans la population, si on prend la population, théoriquement, tout est corrélé avec tout. À un petit niveau, à un niveau qui est tellement petit que ça ne sert à rien d'y penser, mais tout est relié à tout dans le monde. Tout dans l'univers est connecté à tout. Donc, tout est corrélé avec tout techniquement. Et si tu as assez de monde, tu peux trouver des corrélations entre plein d'affaires, entre n'importe quoi. Et si ton échantillon est assez grand, tu vas trouver que ces corrélations-là sont significatives. Mais les tailles d'effets vont être tellement ridiculement petites que ça... Qu'est-ce que ça veut dire qu'une corrélation de 0,001 de force ou de moins 0,001 de force soit significative? Ça veut dire que statistiquement, elle est intéressante, mais au niveau de la vraie vie, 0,001, on s'en fiche. Il n'y a aucune validité, il n'y a aucune capacité de prédire rien avec ça. Dans les articles scientifiques, lorsqu'on rapporte une corrélation, les auteurs doivent toujours dénoter si cette corrélation-là est significative ou non. Ils vont le faire de différentes façons. Des fois, ils vont mettre un astérisque au-dessous du chiffre.
Donc R est égal à 0,6, puis un astérisque. Des fois, ils vont mettre ils vont l'associer à une valeur P. Donc, ils vont dire la corrélation R est égale à 0,32, P plus petit que 0,05. Ça veut dire que les chances d'obtenir notre corrélation de 0,32, on avait moins de 5% de chances d'obtenir ça au hasard. Moins de 5% de chances de se tromper. Ou en médecine, P est plus petit que 0,01. Ça veut dire qu'on a moins de 1% de chances de se tromper avec notre corrélation qu'on vient de trouver de 0,32. En tout cas, donc, dans les articles scientifiques, les auteurs disent si c'est statistiquement significatif ou non. Mais dans une revue scientifique populaire ou sur Facebook ou quelque chose comme ça, on peut vous dire qu'il y a une corrélation entre deux affaires, mais on ne va pas vous dire si elle est significative ou non très souvent. Parce que même parfois, les journalistes scientifiques ne connaissent pas le concept de significativité. Or, un journaliste pourrait lire très très rapidement une étude qui a trouvé une corrélation non significative entre deux affaires. Corrélation forte, mais non significative. Okay? Peut-être parce qu'il y avait un petit échantillon, quelque chose comme ça. Et lui pourrait juste retenir, ouais, il y a une corrélation forte. Là, il écrit dans les journaux, il y a une corrélation forte entre telle affaire et telle affaire. Puis les scientifiques ou la scientifique sont obligés de dire, non, oui, on a trouvé une corrélation forte, sauf qu'on a aussi trouvé que les chances que cette corrélation-là n'existe pas réellement dans la population de laquelle provient l'échantillon est très, très haute. Et donc, on ne fait pas confiance à cette corrélation-là. Donc, faites attention quand les gens vous disent ben, il y a une corrélation entre X et Y. Vous devriez toujours dire quelle est la taille d'effet, et aussi, est-ce qu'elle est significative? Ce qui revient à dire avec quelle grosseur d'échantillon tu l'as trouvé, dans le fond. Ça revient un peu à dire la même chose. Donc, souvent, si vous lisez, par exemple, un article Facebook puis vous parlez d'une corrélation, ils ne vont pas vous parler de la significativité. Il va falloir retracer l'étude d'origine. L'étude publiée dans la revue scientifique avec révision par les pairs pour retrouver vraiment c'était quoi. Et vous serez surpris le nombre de fois où il peut y avoir des erreurs, le nombre de fois où des journalistes peuvent reporter que quelque chose est corrélé à quelque chose, alors que les scientifiques diraient mais oui, mais t'as pas compris, c'est comme corrélé, mais il y a des bonnes chances que ça soit faux. Et vous seriez surpris le nombre de fois que ça arrive. Alors, pour évaluer la validité statistique d'une étude, il faut poser des questions sur la taille des faits. Il faut aussi poser des questions sur la significativité, qui revient à dire est-ce qu'on a trouvé, est-ce que ça représente vraiment bien ce qu'on retrouve dans la population ou non. On a vu qu'il y a comme un certain lien avec la taille des faits et la significativité, mais il n'est pas automatique. Okay? Il faut aussi poser des questions sur la présence de données extrêmes. Donc, ça serait pouvoir dire, quelqu'un te dit, on a trouvé une corrélation entre X et Y, et vous devriez dire, oh, intéressant, est-ce que vous aviez des données extrêmes dans cette étude-là? Donc, les données extrêmes, c'est quoi? Ben, c'est exactement ce que ça dit. C'est une donnée ou des données qui sont extrêmes dans le sens où elles se démarquent beaucoup de la distribution générale. Okay? Si on observe une relation significative ou non, là, entre deux variables, une corrélation significative ou non, cette corrélation-là pourrait être biaisée par la présence de données extrêmes. Des données qui se démarquent du groupe. Okay? On a un exemple ici. On a deux distributions, A et B, qui sont en tout point pareilles, sauf pour le fait que A a une donnée extrême. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris celui-ci de B, puis on l'a monté ici. Donc ça, c'est vraiment une donnée extrême. C'est une personne qui, sur la variable X, est 4, puis sur la variable Y, est 16. Alors que tous les gens là, se situent pas plus haut que... c'est quoi? Pas plus haut que 8, à peu près, sur la variable X. Okay. Sur la variable Y. Ça se situe pas plus haut que 8, mais on a un bonhomme ici, ou une bonne femme, là, qui est comme extrême, là, 16. Tu sais? Et imaginons que ça, c'est la grandeur et puis le salaire, par exemple, en dizaines de milliers. Donc, 20 000 par année, 40 000 par année, 60 000 par année, 80 000 par année, 100 000 par année, 120 000 par année, 140 000 par année, 160 000 par année. Puis ça, c'est, je sais pas, une mesure quelconque de l'estime de soi. Tu verrais que tout ton échantillon, là, l'estime de soi, 1, 2, 3, 4, il y a des gens qui sont un peu partout dans l'estime de soi, puis ils sont un peu partout entre 20 000 et 80 000 par année. Mais tu as un bonhomme ou une bonne femme ici qui est
très forte en estime de soi, puis qui fait 160 000 par année. Mais là, cette personne-là peut vraiment potentiellement venir biaiser la corrélation R, l'indice de corrélation entre les deux variables. Okay? Ça peut vraiment impacter le coefficient de corrélation, celui qui va de -1 à 1. Là. Par exemple, si vous calculiez la corrélation entre A et B ici, si vous aviez les données, pas entre A et B, mais entre X et Y dans le cas A, avec la donnée extrême, et entre X et Y dans le cas B, sans la donnée extrême, vous trouveriez que ici, le coefficient de corrélation est de 20... dans les deux images de points A et B, le coefficient de corrélation passe de 0,26 à 0,37. Oui, c'est ça. Donc, vous trouveriez que... Voyons, où suis-je? Je pense que dans celle-ci, il serait 0,26 et dans celui-ci, il serait 0,37. Il n'est pas impossible que ça soit l'inverse. Je suis un peu gêné de ne pas pouvoir dire lequel c'est, là. Mais l'idée est quand même là. Il y a une différence où vous partez de 0,26 à 0,37 juste à cause d'une donnée. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est pour vous montrer qu'une donnée peut faire tout foirer là, en termes de corrélation. Donc, les données extrêmes peuvent donc nous mener à surestimer une corrélation moyenne ou sous-estimer une relation qui est assez forte, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux données extrêmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données extrêmes-là? Ben, il y a différentes possibilités. Il y a des chercheurs qui vont juste les éliminer. Ils vont dire, OK, on élimine cette personne-là de notre base de données. Il y en a d'autres qui vont faire l'analyse avec la donnée extrême, puis ils vont la rapporter dans leur article. Puis ensuite, ils vont faire l'analyse sans la donnée extrême, puis ils vont la rapporter, puis ils vont un petit peu prendre une moyenne des deux, par exemple. Il y en a d'autres qui vont dire, OK, bon, je sais pas, il y a plein de différentes stratégies, mais en tout cas, ces deux stratégies-là sont les plus populaires. Soit on la coupe, ou bien on run l'analyse avec, on run l'analyse sans, puis on trouve un genre de terrain milieu entre les deux, où on publie les deux analyses. Puis on dit au lecteur, choisissez celle que vous aimez le plus, celle que vous trouvez qui fait le plus de sens. Le problème dans une corrélation bivariée, comme on a ici, là, okay, deux variables, x et y. Vous pouvez avoir une donnée qui est extrême juste sur un des axes. Comme par exemple, vous pourriez avoir une variable qui est extrême sur le x, mais pas extrême sur le y tant que ça. Donc, si par exemple, elle était ici, par exemple, elle ne serait pas extrême sur le y, mais elle serait extrême sur le x. Okay? Ou bien si elle était comme ici, par exemple. Mais elle serait extrême sur le y, mais pas vraiment extrême sur le x, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 points là, qui seraient pas mal au même niveau. Le problème, c'est vraiment des scores extrêmes qui sont sur les deux variables. Donc, ce bonhomme-là, par exemple, ici, ou quelqu'un qui serait comme ici, là, par exemple. Et donc, ça, ce sont les cas les plus problématiques. Okay? Donc, quand vous lisez une étude qui a une corrélation, il est important de demander est-ce qu'il y avait des données extrêmes. Pourquoi? Parce que ces données extrêmes peuvent avoir biaisé la corrélation. Et si les chercheurs vous disent oui, il y en avait, ce serait important de demander OK, comment vous les avez traités? Les avez-vous effacés? En avez-vous tenu compte? Avez-vous fait l'analyse avec et sans? Est-ce que vous me dites, la corrélation que vous me dites est une genre de corrélation moyenne entre les deux, avec l'analyse avec et l'analyse sans? Qu'est-ce que vous avez fait? Ces questions-là sont importantes pour juger la validité statistique d'une recherche corrélationnelle. Et la meilleure façon de détecter s'il y a des données extrêmes, en passant, c'est simplement en observant le nuage de points. Si je vous montre les chiffres des corrélations, ça va être difficile. Mais si je vous montre des nuages de points, vous allez tout de suite le voir. Vous allez dire, hey, un bonhomme ici, une bonne femme là, qui est vraiment haut. Évidemment, encore une fois, vous vous souvenez, la significativité, ça dépendait beaucoup de la taille d'échantillon. Mais c'est la même affaire ici. Les données extrêmes ont plus d'impact lorsque l'échantillon est petit. Évidemment. Okay? Si j'ai 500 points, puis un de ces points-là est une donnée extrême, ça va avoir très peu d'impact. Très, très peu d'impact. On pourrait penser que ça va avoir un impact qu'on va
catégorie qu'on va calculer à étant 1/500e. C'est pas un problème. Mais si j'ai une distribution de 13 points, 13 personnes, puis il y en a une qui est une donnée extrême, mais là, son impact va être de 1 sur 13. C'est beaucoup, beaucoup plus gros que 1 sur 500. OK? Donc, les données extrêmes, il faut poser des questions là-dessus. Je vais arrêter là-dessus, puis je vais faire une autre capsule, sinon ça va devenir trop long. Ciao!